Amis investisseurs, bonjour. Écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc l'objectif cette fois-ci, c'est de vous expliquer comment vous pouvez espérer faire 10% de rendement par an en investissement boursier. Alors, c'est vrai que c'est moins alléchant que ce que vous pouvez trouver chez beaucoup de youtubeurs ou sur beaucoup de forums boursiers qui vous promettent des rendements de 50%, voire même de doubler votre patrimoine tous les ans. Donc je vous dis très clairement que ce qui vous est dit sur ces blogs, c'est clairement pas fondé sur le long terme. C'est-à-dire que vous pouvez très bien effectivement, sur des périodes relativement courtes, de façon exceptionnelle, atteindre des rendements très importants sur le marché boursier. En revanche, sur le long terme, espérer faire du plus 50 tous les ans, c'est complètement utopique. Voilà, puisque de toute façon le marché montre que sur des périodes, sur un historique suffisamment long, le marché boursier fait à peu près du 7-8% par an en moyenne, comme on l'avait vu sur les précédentes vidéos. Et même si vous êtes un investisseur de grand talent et de qualité, il vous sera difficile de faire beaucoup mieux que les marchés. Voilà, donc ceux qui vous promettent des rendements bien supérieurs sont souvent des gens qui cherchent surtout à vous vendre des formations. Et d'ailleurs, s'ils étaient vraiment si bons que ça, ils n'auraient pas besoin de proposer des formations, puisque en faisant x2 de leur patrimoine tous les ans, en quelques années, ils seraient multimillionnaires. Donc moi, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous présenter de quelle manière vous pouvez faire un petit peu mieux que les marchés, puisque ceux-ci font plutôt du 7-8% par an, comme je disais. Donc d'essayer plutôt de tendre vers du 10% par an, sans non plus avoir à y passer un temps colossal, c'est-à-dire vous pouvez très bien gérer votre portefeuille en parallèle de votre activité professionnelle. Et en investissant évidemment sur le long terme, vous pouvez obtenir ce type de performance. D'ailleurs, quand on regarde les meilleurs investisseurs de l'histoire de l'investissement, on retrouve par exemple les Warren Buffett dont on parle souvent, qui sont à peu près à des rendements en moyenne 20% par an, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que vous pouvez très bien certaines années faire peut-être des performances supérieures, 25, 30, 40% dans l'année, sauf que c'est souvent le cas lorsque vous êtes sur des tendances de marché haussier. Par contre, un jour ou l'autre, il y a un retournement de situation et donc là, vous pouvez très bien perdre une bonne partie de la plus-value. Donc quand je parle de 10% de rendement en moyenne par an, c'est vraiment en comptant les années exceptionnelles et également les années de crack. Voilà, et c'est vraiment ces 10% qu'on vise en moyenne. Voilà, donc nous, je ne suis pas un professionnel de l'investissement, je ne fais pas ça à temps plein, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir faire du 10% par an en y consacrant un petit peu de temps au démarrage pour mettre en place sa stratégie, l'affiner, et après qui demande finalement un suivi assez limité de 1 heure ou 2 par semaine, c'est largement suffisant. Maintenant, vous allez me dire, 10% c'est pas mal, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors oui, c'est vrai que on n'est pas sur des rendements comme ce qu'on peut voir souvent dans les médias qui sont encore une fois stratosphériques, ce qui n'est pas du tout la réalité. Malgré tout, c'est quand même un rendement tout à fait conséquent si on le compare à l'ensemble des classes d'actifs que vous avez aujourd'hui à votre disposition, que ce soit les livrets A, les PEL, etc., où là vous êtes plutôt à 0, 1, 2%. Ou éventuellement l'immobilier où vous allez pouvoir effectivement peut-être vous rapprocher des 10% si vous êtes un connaisseur. Voilà, mais en tout cas, 10% c'est quand même un rendement tout à fait raisonnable qui peut complètement changer votre façon de construire votre patrimoine. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les stratégies à mettre en place pour arriver à générer les 10% de rendement par an. Donc déjà, comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, la première chose moi, que je mets en place, c'est plutôt une analyse fondamentale de l'investissement, pour être plutôt sur l'investissement long terme, que sur de l'analyse technique qui est sur du plus court terme. La deuxième chose que je fais, c'est que je suis 100% investi en PEA pour être complètement exonéré d'impôts. C'est-à-dire que celui qui essaie de faire la même chose sur un compte titre et qui a par exemple un taux marginal d'imposition de 30%, il va lui falloir déjà générer 13% de rendement brut pour arriver déjà aux 10% net comme j'arrive à le faire sur le PEA. Donc déjà avec les 13%, on est bien au-delà des 7-8% de rendement moyen qu'on observe sur le marché. Donc déjà, il faut être bien au-dessus et il faut largement battre le marché dans sa moyenne. Donc ça rend la tâche encore plus difficile. La troisième chose que je fais, c'est que je vais plutôt me focaliser sur les middle et small capitalisations qui historiquement en fait surperforment les grosses capitalisations. Donc là, je vous montre un graphique qui présente un petit peu ça sur une longue période, la performance des petites actions à comparer aux actions plutôt du CAC 40, on va dire, pour simplifier les choses. Et alors, comment est-ce qu'on explique ça? Tout simplement parce que les petites et moyennes actions sont souvent des sociétés qui ont une croissance plus importante que les grosses capitalisations qui sont sur des marchés plus matures et du coup vont avoir tendance à davantage s'apprécier dans le temps. Donc ça, c'est une des principales raisons. Voilà, donc si on veut arriver à faire du 10% par an,
une des stratégies, c'est justement d'aller plus tôt sur ce marché-là. On n'est pas obligé d'être 100% investi en small capitalisation, mais en avoir quand même une partie assez conséquente dans son portefeuille boursier pour avoir des chances de battre un petit peu l'indice des grosses capitalisations. Un autre point que j'essaie de mettre en place, c'est plutôt d'acheter des sociétés du marché français. Alors pourquoi du marché français? La principale raison, c'est en termes de compréhension. Alors à moins que vous soyez bilingue, là ça peut vous permettre effectivement d'investir sur d'autres marchés facilement. Mais pour un francophone, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple d'aller analyser des sociétés françaises, de lire des comptes de résultats, des rapports d'entreprise en français. Déjà, c'est pas forcément simple de tout comprendre. Donc si en plus on a la barrière de la langue, ça peut un peu compliquer les choses. Donc je dirais que par simplicité et pour gagner du temps, je me focalise sur le marché français qui est déjà très large et qui donne accès à des milliers de sociétés. Alors après, vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas forcément diversifier en achetant que des actions du marché français. Alors, ce n'est pas le cas puisque vous avez plein d'actions qui vous permettent d'être complètement diversifiés. Si je prends par exemple une société que j'ai en portefeuille comme Plasticomium, qui était un équipementier automobile, je crois que c'est à peine 15% de son chiffre d'affaires qui est fait en France. C'est-à-dire c'est une société qui est très exposée à l'international et donc vous allez forcément être lié au marché international et vous êtes complètement diversifié d'un point de vue géographique étant donné que vous achetez une société qui exporte en grande majorité son activité. Ce que je fais également pour atteindre ces 10% de rendement par an, c'est que je vais éviter de prendre trop de risques en diversifiant un minimum mes prises de position. Et j'ai à peu près entre 15 et 20 sociétés dans le portefeuille pour éviter d'être trop dépendant d'une société et pondérer au maximum de 10% une seule société parce qu'on n'est jamais à l'abri de mauvaises nouvelles. Un septième point intéressant pour atteindre cet objectif de rendement, ça va être d'utiliser plusieurs stratégies d'investissement comme on l'avait vu également dans les précédentes vidéos. Donc moi ce que je fais, c'est que je mêle l'approche dividende, value et croissance. Alors je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus parlant. Quelques exemples de sociétés que j'ai en portefeuille pour que vous compreniez un petit peu la différence en sociétés. Et l'idée, c'est de la même manière, c'est de pouvoir un peu mélanger les stratégies d'investissement. Donc par exemple une société value, j'ai par exemple Savencia. Alors Savencia, c'est une société qui est un des leaders mondiaux dans la fabrication et la distribution de fromage industriel. Donc que vous retrouvez dans toutes les grandes surfaces avec les Caprices des Dieux, Cœur de Lion, etc. Donc c'est une grosse société qui fait 4 milliards de chiffre d'affaires et qui ne capitalise que 1 milliard. Donc déjà, elle capitalise un quart de son chiffre d'affaires. Donc dans l'agroalimentaire, les valorisations sont généralement assez basses, mais là, on est particulièrement bas. Et quand on regarde également par rapport aux bénéfices, donc c'est finalement le point le plus important, on voit que c'est une société qui se paie à peu près entre 10 et 15 fois les bénéfices en fonction des années, qui verse un dividende de 2-3%, qui est valorisé sous ses fonds propres, il y a une marge de 30% à peu près par rapport à ses fonds propres. Donc là, on est vraiment sur une structure plutôt solide, mature, avec une croissance quand même continue malgré tout d'année en année. Un résultat, un bénéfice qui varie un petit peu, mais qui est relativement stable. Donc là, on est vraiment sur une société value, où on soupait un peu l'actif. Une société plutôt de croissance, donc j'ai en portefeuille par exemple Figeac Aero, qui est un équipementier aéronautique. Et là, on voit par exemple, si je prends la fiche Figeac Aero, donc la capitalisation boursière est supérieure au chiffre d'affaires. En revanche, on est une société qui a une croissance, qui a déjà prévu et qui a déjà dans le carnet de commandes une croissance de 25 à 30% sur les 5 prochaines années. Donc là, on est vraiment sur une société qu'on va payer un petit peu plus cher parce que donc on la paie à peu près 20 fois les résultats nets des précédents exercices, contrairement à, comme on voyait tout à l'heure, Savencia, où on est plutôt à 10-12 fois. Par contre, on a une croissance qui risque et qui devrait être importante sur les prochaines années. Donc ça, on est typiquement sur l'exemple d'une société en croissance. Et le troisième exemple, c'est plutôt une société de rendement. Là, par exemple, en portefeuille, j'ai Kaufman & Broad, qui est une société c'est un promoteur immobilier qui fabrique donc des résidences et donc qui verse des dividendes assez importants. Donc là, par exemple, le dividende attendu cette année est à 5,5% à peu près. Voilà, il est en croissance également depuis plusieurs années. Bon, le marché immobilier de la construction est en bonne santé depuis également 2-3 ans, donc c'est forcément favorable pour ce genre de société. Voilà, mais là, on est clairement dans une société plutôt de rendement. Et donc depuis à peu près 4 ans, j'arrive à peu près à sortir 25% de rendement par an.
Voilà, donc vous allez me dire c'est bien plus important que les 10% de rendement que je vise de façon annuelle, mais ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que depuis 4-5 ans, le marché boursier est très favorable, donc forcément ça facilite les choses pour un petit peu surperformer. La deuxième raison, c'est que j'ai probablement eu beaucoup de sociétés qu'on va appeler à fort bêta. Alors ça, je vous expliquerai également dans une autre vidéo, mais c'est souvent des sociétés qui ont tendance à surréagir à la hausse comme à la baisse. Donc comme le marché a été haussier, ben forcément j'ai eu un petit peu de levier, on va dire, sur ces sociétés-là, ce qui m'a permis de surperformer. Et puis après, il y a peut-être également un facteur chance qui a pu jouer favorablement. Voilà, donc c'est ça qui explique un peu la performance intéressante ces dernières années. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un crack sur les prochaines années. C'est forcément très difficile de l'anticiper. Donc je dirais qu'il est quand même probable qu'à un moment ou à un autre, cette surperformance que j'ai générée pendant plusieurs années va être perdue lors du prochain crack. Alors, c'est également un sujet à part entière. Est-ce qu'il faut essayer d'anticiper ou pas les cycles? On pourra également faire une vidéo sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très complexe à mon avis. Voilà, comme je disais, un petit peu l'objectif de 10% par an qui a été pour le moment que j'ai réussi à largement atteindre. Après, voilà, c'est un objectif qui me semble beaucoup plus raisonnable à tenir sur le long terme. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'être tenu informé des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt.